Bonjour et bienvenue pour un nouveau numéro de Fréquence Médiévale. Fréquence Médiévale, l'émission de web radio d'histoire et images médiévales. Et aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui a fait couler beaucoup d'encre, vu qu'il s'agit de l'Inquisition. Alors en plus, on a parlé quelque temps avec Julien Terry à ce truc des Cathares, et là on parle un peu de l'autre face en fait de cet affrontement, donc avec l'Inquisition. Et pour parler de l'Inquisition, on a invité un spécialiste de la question, Laurent Albaret, qui a rédigé une très belle et très accessible synthèse sur l'Inquisition, qui s'appelle tout bêtement l'Inquisition rempart de la foi, chez Gallimard, dans la collection Découverte. Laurent, bonjour, merci d'être venu. Bonjour. Alors, on va commencer parce qu'évidemment, on va un peu partir du fantasme, si vous voulez bien, parce qu'on a l'image de cette Inquisition extrêmement violente qu'on retrouve dans les films. D'ailleurs, je crois que vous-même, vous étiez intervenu par rapport à un téléfilm qui passait il y a quelques années sur la télé française. Je crois que ça s'appelait Inquisitio. Voilà. Qui s'appelait Inquisitio, oui, ouais. Où il y avait beaucoup de choses qui étaient un petit peu à côté de l'histoire et qui faisaient partie de la série. Mais j'ai surtout travaillé aussi sur le film Le Nom de la Rose. Ouais. D'ailleurs, je vais encore en parler en janvier prochain à Toulouse. De ce film où évidemment l'Inquisition est présentée sous le côté le plus noir. Ouais, en plus oui, en effet avec Bernard Guy, donc ce dominicain qui est une des grandes figures de l'Inquisition, qui voilà, donc et que vous connaissez en plus plutôt pas mal, Bernard Guy. C'est... Oui, j'ai travaillé sur Bernard Guy, peu sur ses registres parce qu'ils ont été beaucoup étudiés, mais sur les registres précédents. Mais Bernard Guy, oui, c'est un personnage qui a été marqué a posteriori par l'image que l'on a donnée Jean-Jacques Hano, et c'est pas l'inquisiteur sanguinaire que l'on voit apparaître dans Le Nom de la Rose, bien loin. Ouais, en plus, c'est l'inquisiteur qui meurt en fait sur ses propres instruments de torture dans le film. En plus, c'est pas comme ça dans le bouquin en plus. Si j'ai bonne souvenance, Bernard Guy en fait il apparaît, puis il repart tranquillement. Voilà, donc puisque Bernard Guy est mort de sa belle mort. Voilà, donc et c'est un dominicain. Alors justement, parlons des dominicains aussi un petit peu, et parlons aussi de la création de l'Inquisition, parce que c'est une création en fait médiévale du début du XIIIe siècle en fin de compte, l'Inquisition en fait. Donc il faut la replacer un petit peu dans son contexte. Pourquoi d'un coup l'Église a besoin de cet instrument de l'Inquisition ? Alors, l'Église a besoin de cet instrument tout simplement parce que on sort de ce qu'on appelle la fameuse croisade contre les Albigeois, qui se termine en 1229, et l'Église qui avait pour nécessité de combattre la dissidence religieuse dans le sud de la France, dans le midi de la France, se retrouve dans une posture où elle n'a pas réussi à éliminer les dissidents, et donc elle va faire appel à des dominicains, et elle va faire surtout appel à un système qu'on va appeler l'Inquisition, et donc Grégoire IX, en 1233, met en place l'Inquisition. D'accord, et en plus c'est non seulement système, mais c'est aussi des nouvelles pratiques en fait judiciaires aussi. Il y a tout un courant de pensée qui en fait le but donc c'est de chercher en fait la vérité, d'où le terme en fait en fin de compte Inquisition, c'est l'enquête en fait. Voilà, qui est... Alors justement ça c'est intéressant parce que on peut partir aussi sur l'aspect juridique de cette structure inquisitoriale, qui est une structure ecclésiastique, attention, pour voir un petit peu comment ça se passe. Et voilà, imaginons que vous avez, il y a un cas bien connu évidemment avec Montaillou, donc avec le fameux livre d'Emmanuel Leroy-Ladurie où on a retrouvé justement des registres d'un inquisiteur, Jacques Fournier, qui en plus va devenir pape après, un pape avignonnais. Et donc comment ça se passe ? Imaginons, voilà, on a un seigneur ou un curé ou un évêque a un soupçon de présence hérétique dans un village. Comment ça se passe en fait ? Vous avez une espèce de structure extraterritoriale qui arrive, c'est ça l'inquisiteur, et puis il intervient. Alors il faut se replacer aussi dans ce contexte. En 1233, lorsque l'Inquisition est créée par une bulle de Grégoire IX, il n'y a absolument rien sur le territoire du Midi de la France. Donc ces dominicains arrivent, vont créer à la fois ces tribunaux, qu'on appelle les tribunaux d'exception, parce qu'ils dépendent directement de Rome, ils ne sont pas rattachés aux évêques. Il n'y a pas une opposition entre évêques et inquisiteurs, mais Grégoire IX tient à ce que les inquisiteurs lui soient rattachés en direct, parce qu'on est dans un crime de lèse-majesté divine, et donc ces gens-là doivent dépendre de lui en direct. Donc ces inquisiteurs vont construire à la fois, je dirais dans la pratique, un tribunal, et puis aussi une procédure. Et la procédure, elle va se construire à travers l'enquête, c'est pour ça qu'on parle d'inquisitio, d'enquête, et on sort du système accusatoire pour entrer dans un système inquisitoire, donc on met en place une enquête. L'enquête, c'est l'enquête de terrain, c'est-à-dire qu'on va aller sur le terrain, dans les villages, écouter parler les gens, on va leur laisser un temps,
ce qu'on appelle 40 jours, un temps de grâce, où ils vont venir soit reconnaître qu'ils sont dans l'erreur, soit dénoncer, évidemment, parce qu'il y a aussi le système de dénonciation qui joue pour l'Inquisition, et à partir de là, l'inquisiteur va pouvoir tout simplement interroger des présumés suspects et rechercher toute trace d'hérésie au sein du village ou de la région. Alors, ce qui est important de noter, c'est que, évidemment, à contrario, à rebours en fait de l'image qui va être développée sur l'Inquisition au XIXe siècle notamment, la torture n'est pas immédiate, elle n'est pas obligatoire dans cette enquête. Enfin, d'abord, on est dans une enquête avec des registres où on confronte en fait les témoignages qui sont mis par écrit, en fait, et on confronte pas souvent les témoins entre eux. Ça, voilà. Oui, alors en fait, le système, c'est tout simplement de mettre sur papier toutes les dépositions. Alors, on parlait tout à l'heure donc de Bernard Guy, mais on a des registres qui datent de la moitié du XIIIe siècle, notamment le manuscrit 609 de Toulouse, où on a véritablement une enquête sur le terrain. Je l'ai assez bien travaillé ce registre. J'ai appelé l'enquête sur le grand nombre, parce que ce sont des milliers de déposants que l'on retrouve dans ces registres. Je prends l'exemple du 609 qui est un manuscrit particulier. On a juste 2 livres, les 2 livres, le 5 et le 6, et dans ces 2 livres, on a 5500 dépositions. C'est énorme. C'est énorme. Mais alors ça prend des semaines et des semaines où on va interroger. Mais des fois, on ne trouve rien. Et donc, dans ces registres, on a tout simplement un tel ne relève pas d'un cas d'hérésie, et donc ça s'arrête là. Ça s'arrête là, sauf que ça reste dans des registres. Et ces registres sont conservés, et parfois, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, un inquisiteur qui arrive va ressortir ces registres pour entretenir une poursuite contre une famille, voire contre une lignée. Et là, c'est vrai que ça va poser problème pour toute cette dissidence qui existe, c'est qu'il y a une mémoire de l'Inquisition qui se crée, et cette mémoire, évidemment, on va essayer de la détruire assez régulièrement entre la création de l'Inquisition 1233 jusqu'on va dire au milieu du XIVe siècle. Régulièrement, on essaie de détruire ces registres d'Inquisition. Les inquisiteurs en font des copies. Alors les 2 tribunaux du milieu de la France, c'est Toulouse et Carcassonne. Donc régulièrement, on s'échange des copies pour avoir justement une trace. Et ce qui est intéressant, c'est le manuscrit 609 de Toulouse, qui date de la moitié du XIIe siècle, est en fait une copie d'une dizaine d'années après. On a voulu faire une copie pour en garder trace, et sur cette copie aujourd'hui qui existe et qui est, je dirais, le plus ancien manuscrit de l'Inquisition, puisque tous les manuscrits de l'Inquisition ont été détruits à la Révolution. D'accord. Et alors ça c'est intéressant, puis en plus on voit qu'on est dans le développement, en fait, on a l'aboutissement un peu de la réforme grégorienne, avec l'aboutissement aussi de cette structure pontificale extrêmement hiérarchisée, puis aussi avec le développement justement de cette administration pontificale qui en plus au XIVe siècle prendra énormément d'importance à Avignon. Donc là on est dans un processus très complexe, et c'est extrêmement intéressant parce que là on a vraiment faut imaginer que derrière ces manuscrits vous avez une bureaucratie qui se développe, en fait, qui n'existait pas avant, en fait, aussi. Alors il y a une bureaucratie, il y a des notaires qui sont mis en place, il y a des greffiers, des fonctions de greffiers qui sont créées, il y a toute une administration qui se met en place, il y a aussi un tribunal qui fonctionne, qui vit. Il y a quelques années, j'avais travaillé justement sur l'économie de l'Inquisition, ce que dépensait un inquisiteur en papier, en encre, en denrées, en aliments qu'il achetait, en épices, et c'est vraiment un notable. Par exemple, l'inquisiteur de Toulouse est vraiment un notable au sein de la ville, il rencontre régulièrement les grands seigneurs, il rencontre évidemment le comte de Toulouse, même si celui-ci de temps en temps est considéré un peu comme un hérétique, et donc de temps en temps va être excommunié, mais très vite on rattrape la chose. Donc il y a vraiment une organisation, une administration qui se met en place. Parallèlement, on a toujours cette présence de l'évêque, donc l'administration épiscopale existe, et à partir du XIVe siècle, ces 2 administrations vont travailler ensemble. D'accord. Et alors il y a aussi, donc on produit, donc en termes de texte, on produit une espèce de mémoire, donc des copies de déposition. Mais là, je vois que vous avez en plus amené un livre, et je voulais en parler parce que on en parle depuis le début de Bernard Guy. Mais non seulement on produit donc des procès-verbaux, mais Bernard Guy va écrire un manuel de l'inquisiteur. Voilà. Alors attention, moi, je l'ai pas lu complètement, mais je l'ai quand même bien parcouru. Je précise, c'est pas une description de toutes les machines de torture qu'on pourrait imaginer, dont beaucoup d'ailleurs ont été imaginées au XVIIIe siècle en plus. Donc c'est au contraire une manière, en fait, tout bêtement, de montrer, en fait, comment l'inquisiteur doit procéder sur le terrain, en fait. C'est presque, en fait, en fin de compte, une espèce d'école c'est un manuel pour hauts magistrats, en fait. En fait, c'est un manuel, c'est même au-delà du simple manuel de l'inquisiteur, c'est un manuel de droit. Et on va retrouver toutes les procédures, toutes les questions que l'on doit poser à un déposant. Si on soupçonne, alors on a dans le manuel de Bernard Guy différents chapitres, par exemple, qui concernent les manichéens, donc on a un certain nombre de questions à poser. Pour les Vaudois, on a aussi un certain nombre de questions. Donc lorsque l'inquisiteur a un soupçon
concernant le déposant et qu'il pense qu'il y a une suspicion d'hérésie et que cette hérésie, il peut la mettre dans une case, là, il a ce manuel pour s'appuyer. Alors c'est vrai que le manuel de Bernard Guy est extrêmement bien connu parce qu'il a été rédigé par Bernard Guy dans la première moitié du XIVe siècle, mais dès le XIIIe siècle, on a des premiers manuels, on a traces de premiers manuels, de premières tentatives de mise en place d'une procédure. Parce qu'il y a vraiment une procédure. L'inquisiteur ne va pas ne va pas poser ses questions, il ne va pas recevoir les déposants et les greffiers ne vont pas travailler de manière, je dirais, aléatoire. Il y a véritablement une procédure qui se met en place, il y a un interrogatoire, il y a des interrogatoires supplémentaires, et dans les registres, on le voit bien, puisque les inquisiteurs rajoutent au fur et à mesure des informations. Et en plus, il faut voir, même si je me rappelle bien dans le manuel, il y a aussi il explique aussi comment faire un peu craquer les autres. En fait, faire craquer, il y a comme une espèce de mise en scène aussi. Il le dit un petit peu, qu'il faut mettre en place. Oui, alors ça fait partie, je dirais, du rôle de l'inquisiteur. Donc il y a un jeu entre le déposant et l'inquisiteur. Donc il y a évidemment des questions à poser. Et puis il va essayer de chercher le moindre soupçon de dissidence. Donc véritablement pour lui, c'est à la fois un jeu, mais en même temps, c'est quelqu'un de très droit. Et c'est vrai que pour Bernard Guy, je prends toujours l'exemple de Bernard Guy parce qu'il est assez symptomatique de l'image qu'on a de l'Inquisition aujourd'hui, à cause du nom de la rose pour Bernard Guy. Pour les autres, c'est, je dirais, l'influence de l'Inquisition de l'époque moderne, l'Inquisition espagnole, qui n'a rien à voir. Mais Bernard Guy, par exemple, on le sait par les textes et par les témoignages, il a mené à terme 636 procès. On a 636 condamnations, il y en a à peu près 300 à la prison, il y en a 38 au port des croix, donc il y a différentes pénitences, on pourra en reparler, il y a des pèlerinages, et sur ces 636 condamnations, il n'y a que 40 personnes qui sont livrées au bras séculier pour le bûcher. Alors on pourrait dire 40, c'est déjà beaucoup, énorme, mais ce n'est pas l'inquisiteur sanguinaire que l'on doit décrire régulièrement. Mais justement, c'est intéressant. Justement, on va rentrer dans cette procédure de pénale, en fait, au sens premier du terme. C'est-à-dire, voilà, imaginons donc on découpe. Alors, quand même, il faut bien voir que là, c'est intéressant parce que vous avez dit tout à l'heure, l'inquisiteur met quand même les gens qui soupçonnent dans des cases. Et on voit aussi que l'hérésie est aussi, en fin de compte, une forme de création de l'Église, en fin de compte. Quand ils disent, voilà, un tel vaudois, l'autre manichéen, le troisième cathare, en fin de compte, les gens qui vont être accusés de ça, parfois ne se définissent même pas comme spécialement vaudois ou manichéen ou cathare. Non, l'hérétique, en fait, ne se définit pas en lui-même. Déjà, il se définit pas comme hérétique, il se définit comme dissident. Il est souvent... Il ne croit pas, tout simplement, il ne croit pas à ce qu'on lui raconte. Et finalement, j'en avais parlé dans un article pour les cahiers de Fangeau, mais c'est plus de l'anticléricalisme. Alors le terme est un petit peu paradoxal, mais on parle plus d'anticléricalisme. Même à un moment, Jacques Fournier laisse entendre que finalement, il a affaire à une religion populaire. C'est plus des croyances populaires que, je dirais, de la dissidence religieuse. Mais il y a cette nécessité pour l'Église je dirais, à la fois de comprendre et puis de classer. Voilà. Et Bernard Guy le montre bien. À travers son manuel, il y a un classement des types d'hérésie. Évidemment, il y a aussi les sorciers, on les retrouve. Donc les sorciers, on a tout un tas de catégories de sorciers, mais il le classe. Les pseudo-apôtres, on retrouve aussi dans son manuel un chapitre sur les pseudo-apôtres. Donc tous ces gens-là, il essaye de les classer. On est quand même au début du XIVe siècle. Au XIIIe siècle, on ne pratique pas de cette manière-là. Au XIIIe siècle, on n'a pas encore cette vision de classement des dissidents, et on est plus dans la poursuite justement de gens qui vont aller à l'encontre, mais qui vont aller à l'encontre souvent du pouvoir épiscopal, voire du pouvoir tout simplement temporel. Alors, maintenant, on prend un peu justement une procédure typique, s'il peut en exister une. Donc voilà, vous êtes l'inquisiteur l'inquisiteur de Toulouse arrive dans un village ou en tout cas dans une ville proche de Toulouse et il repère des cas. Enfin voilà, à force d'interrogatoire, il repère donc des cas d'hérétiques. Comment ça se passe ? En gros, jusqu'où doit aller une personne pour aller au bûcher, en fait, parce que voilà, tout le monde n'y va pas en fin de compte. Donc c'est juste, enfin voilà, il y a quand même une graduation dans la peine. Alors il y a des graduations dans la peine, dans les pénitences. Tout simplement parce qu'on se rend compte parfois que, je dirais, le supposé hérétique, le dissident, a une dissidence très faible, c'est-à-dire qu'il ne s'est pas rendu à l'église, il n'a pas communié depuis un certain temps. Donc voilà. Comment l'inquisiteur va le savoir ? Tout simplement en l'interrogeant, et puis en faisant des recoupements dans les interrogatoires. C'est pour ça que cette mémoire papier, qui est intéressante, la mémoire de l'Inquisition est intéressante, tout simplement parce qu'elle va pouvoir faire des recoupements sur des longues périodes ou entre les dépositions de différentes personnes. Quand on voit
voit qu'on a seulement 2 livres de cette enquête menée à travers le manuscrit 609 et que ces 2 livres nous ramènent 5500 déposants, très exactement, d'après ce que j'ai calculé, 5480 déposants, c'est assez énorme de voir ça veut dire beaucoup plus de noms cités. En fait. Ça veut dire des noms cités, ça veut dire des gens qui vont citer des noms, donc ces noms-là, on va aller chercher ces personnes-là pour les interroger. Donc l'inquisiteur est accompagné, je dirais, de personnes qui vont aller chercher ces gens-là si on les trouve et qui vont aussi les interroger. Donc petit à petit, il va pouvoir se créer, je dirais, une échelle dans la dissidence et automatiquement derrière, on va avoir une échelle dans les pénitences. Alors les pénitences, bon, j'en parlais tout à l'heure, ça peut être le port des croix, ce sont des pénitences, je dirais, simples sur les vêtements, des croix sont cousues pendant un certain temps, mais ça peut aller ensuite vers des pèlerinages mineurs qui sont souvent au sein du royaume de France, ça peut être Conques par exemple en Aveyron, mais ça peut être beaucoup plus loin, donc des pèlerinages majeurs, Saint-Jacques-de-Compostelle, Rome, voire Jérusalem. Partir en pèlerinage majeur à Jérusalem à cette époque-là, c'est délicat, parce qu'on n'est pas sûr d'en revenir. Oui, puis en plus ça coûte cher aussi. Ça coûte cher aussi. Alors après, la peine de bûcher, là c'est vraiment lorsqu'on a des gens qui sont obstinés dans l'hérésie, et là très vite on va pouvoir déterminer quels sont ceux qui sont un petit peu, je dirais, les meneurs, ou quels sont ceux qui apportent une parole, ce que l'on va appeler, ce qu'on appelle aujourd'hui souvent aussi les bons hommes. Donc ces gens qui ne sont pas des évêques cathares comme on le dit, il n'y a pas de contre-église justement parce que l'hérésie et les dissidents ne voulaient pas, je dirais, construire une église. Donc ces gens-là, on va pouvoir, dès qu'on les a, je dirais, cernés, à travers des dépositions et des interrogatoires qui sont souvent des interrogatoires annexes, on va pouvoir les poursuivre. Et on va pouvoir les poursuivre et les condamner au bûcher. Et donc évidemment, l'église ne les brûlant pas, elle va les remettre au séculier. Ouais. Ça c'est hyper important de comprendre que, voilà, en effet, c'est ce qui arrivait d'ailleurs suite au passant pour le grand maître de l'ordre du Temple, en fait, en 1314, Jacques de Molay. Il a été remis, en fait, au bras séculier, donc au seigneur local, qui lui, par contre, se charge de l'exécution, parce que l'église, en effet, ne doit pas tuer, en fait. Oui, l'Église ne doit pas tuer, donc c'est le Seigneur, alors quel que soit son rang, qui doit se charger de la sentence. Et bien évidemment, s'il ne s'en charge pas, il est lui aussi considéré comme un hérétique. Donc dans ces conditions, la plupart du temps, la sentence est maintenue, et donc il y a un bûcher. Mais il faut savoir que ces bûchers, on en a fait, je dirais, on a écrit beaucoup d'histoires, on a fait couler beaucoup d'encre sur ce sujet-là. Ces bûchers, il y en a finalement très peu. Bernard Guy le dit à plusieurs reprises dans son manuel. Il dit ça ne sert à rien d'envoyer les gens, de torturer les gens pour avoir leur vérité, parce qu'au bout d'un moment ils avoueront n'importe quoi. Donc véritablement le bûcher, on en retrouve trace bien évidemment. J'avais même retrouvé quand j'avais travaillé sur les codes d'inquisition le coup d'un bûcher pour l'inquisiteur en bois et ainsi de suite. Bon, ça peut être assez macabre, mais on retrouve ces traces et cette présence du bûcher, mais il ne se multiplie pas, que ce soit à Toulouse, à Carcassonne ou ailleurs. Oui, avec des cas d'exception, par exemple en 1310 avec le procès des Templiers, mais là on est dans le cas d'exception, donc la grande, où il y a eu plus de 50 Templiers qui ont été brûlés, porte Saint-Antoine à Paris, mais là c'était un coup de Philippe le Bel, un coup de majesté en fait pour dire maintenant ça suffit, voilà, on règle la question, et puis voilà. Et par contre on peut aussi condamner à des peines de prison aussi, ça c'est un peu une innovation aussi par rapport à ce que pouvaient être les peines au Moyen-Âge, parce qu'avant on pouvait condamner à des peines pécuniaires, c'est souvent le cas, quand on regarde par exemple les codes au Moyen-Âge, c'est souvent même pour des meurtres, en fait c'est souvent des peines pécuniaires, on paye une amende, mais après et puis aussi on pouvait condamner les gens en fait à l'exil, ce qui est aussi une forme de mort sociale quand même au Moyen-Âge. Mais par contre l'Inquisition va aussi en fait beaucoup développer, semble-t-il, cette peine de prison, ce qu'on appelle le mur. Oui, alors la peine de prison, on la retrouve vraiment à cette époque-là. Il y a 2 types de murs, le mur étroit, donc ça sous-entend pas de visite, et puis le mur large où on a des visites, et là c'est un peu plus souple au niveau je dirais, de l'emprisonnement. Mais on va mettre en place ces prisons, et ce sont des prisons de l'Inquisition. À Carcassonne comme à Toulouse, ce sont des prisons qui sont sous la responsabilité de l'Inquisition, qui va payer des gardes, des geôliers. D'ailleurs ces geôliers se servent sur la nourriture des prisonniers. On a souvent des prisonniers, on retrouve trace dans les registres, notamment les registres qui ont été copiés et conservés dans la collection d'Ohat, mais on retrouve trace justement de prisonniers qui malheureusement meurent de faim, tout simplement parce que les geôliers ont pris la nourriture pour se payer ou même pour en profiter. Donc il y a ces 2 types de peines de prison, sachant que la plupart du temps elles sont limitées à 3 à 4 ans en général, parce que ce sont des conditions très dures d'emprisonnement, et je dirais que d'une certaine manière cet enfermement remplace un peu la torture physique, parce qu'il y a une telle pression psychologique dans la prison que souvent le suspect d'hérésie, le déposant finit par un moment
avouer certaines choses. Ouais. Ouais, donc, et c'est pareil, donc la pratique de la torture, est-ce qu'on a aussi, un peu comme justement les statistiques que vous avez sorties par rapport à Bernard Guy, des pourcentage ou en fait non, on n'a pas, c'est compliqué à déterminer, je suppose, hein. Mais par contre, ce qui est vrai, c'est que je finis juste là-dessus. Encore une fois, pour prendre le cas des Templiers, on voit que, parce que là, dans le procès, donc l'arrestation des Templiers de 1307, la torture a été quand même massive en fait, hein. Mais par contre, on voit que ça a aussi été une arme pour la défense, hein, parce que les Templiers, en fait, en 1310, quand ils vont vouloir juste faire le procès de l'ordre, beaucoup de Templiers vont dire mais moi j'ai avoué sous la torture, donc ça compte pas quelque part. On m'a forcé à dire ce que j'avais à dire, quoi. C'est ça un peu le souci, c'est que, pour reprendre le procès des Templiers, on est en 1310, on est début du 14e, et on est dans une période où l'Inquisition va être, pour faire court, un peu instrumentalisée par l'État, par le roi, alors qu'au XIIIe siècle, on n'est pas du tout dans ce constat-là. Et c'est vrai que l'utilisation de la torture, alors on en retrouve peu de traces. On en retrouve peu de traces dans les registres de la collection d'Oates que j'ai travaillé pendant un certain temps. On retrouve peu de traces de torture, de mise à la question, pour la simple et bonne raison aussi, c'est que ça ne figure pas dans les registres et qu'on ne va pas le noter que la personne a été mise à la torture. On sait que Jacques Fournier ne l'utilise pas, on sait que Bernard Guy ne l'a pas utilisé non plus, lui il s'y oppose complètement. On sait que certains inquisiteurs ont peut-être torturé Jean de Beaune, Geoffroy d'Ably, mais on n'en est pas vraiment sûr parce qu'on n'a pas de traces, on n'est pas dans l'Inquisition espagnole ou dans l'Inquisition espagnole moderne. Lorsqu'on torture, on a carrément les dépositions qui sont faites sous la torture, avec évidemment, ce qui est assez hallucinant pour un historien, c'est de lire les phrases du déposant torturé, qui en même temps se plaint que la torture lui fait mal, et en même temps qui avoue. Donc on est vraiment dans la salle de torture. Sur la période médiévale, que ce soit dans le tribunal de Toulouse ou de Carcassonne, on n'a pas ces situations. Alors, ce qui est intéressant, c'est, voilà, on peut faire aussi une petite incise sur l'Inquisition espagnole, donc qui se développe à partir du XVIe siècle, hein, notamment. Là, par contre, on n'est pas dans une inquisition d'église, on est dans une inquisition d'État, donc c'est plus la même chose, hein, pour le coup. Et puis là, en plus, il y a toute une politique de recherche non seulement de l'hérésie, mais aussi tout ce qu'on appelle la politique de pureté du sang, où on chasse en fait les descendants de musulmans, les juifs, hein, donc les maranes, voilà. Donc là, il y a quand même une violence qui est une violence absolument énorme, et donc qui a sans doute influencé l'imagerie de l'Inquisition aujourd'hui, hein, pour le coup. Mais quand on montre, vous l'avez dit tout à l'heure, l'image de l'Inquisition dans les films, en fin de compte, les auteurs contemporains pensent plus, ou en fait, en fin de compte, sont plus influencés par l'imagerie de l'Inquisition espagnole que par celle de l'Inquisition médiévale. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que cette Inquisition espagnole, comme vous le disiez, c'est une Inquisition d'État. Donc elle n'a rien à voir avec l'Inquisition médiévale, qui est une Inquisition d'Église, qui est une Inquisition religieuse. On va poursuivre le dissident. L'Inquisition d'État a une pratique qui est autre, et c'est vrai qu'elle a laissé beaucoup plus de traces parce que déjà elle est beaucoup plus récente, parce qu'il y a une imagerie, et donc cette imagerie, elle a énormément influencé le Xe siècle, et elle a influencé les productions écrites et cinématographiques du XXe siècle et du XXIe siècle. Donc c'est vrai qu'on a deux choses qui sont totalement différentes, et malheureusement c'est cette Inquisition espagnole qui aujourd'hui laisse plus de traces dans l'esprit. Lorsqu'on parle d'Inquisition, lorsque moi je parle d'Inquisition, tout le monde dit ah oui, l'Inquisition espagnole, les bûchers, les autos da fé, les actes de foi. Au Moyen-Âge, on n'a pas ça. Au XIIIe siècle, on ne retrouve pas ça. On le retrouve à partir du XIVe siècle, fin XIVe siècle. Mais l'Inquisition, il y a quand même des écrits qui sont brûlés au Moyen-Âge. Hein, il y a des écrits le Talmud est brûlé. Le Talmud est brûlé, mais il est brûlé à Paris. Mais dans le sud de l'île, il est brûlé à Paris, et c'est une décision du roi. Ce n'est pas une décision de l'Inquisition. C'est Saint-Louis. C'est Saint-Louis qui le brûle. Donc véritablement, l'édition des inquisiteurs et je dirais la politique des inquisiteurs sur le midi de la France est totalement autre qu'un inquisiteur qui souvent, sur l'époque moderne et l'époque espagnole, est un grand d'Espagne et n'a pas la formation qu'un inquisiteur du Languedoc. Si on reprend les textes, notamment ceux de Bernard Guy ou un peu plus tard de Nicolas Emmerich, un inquisiteur doit être docteur en droit et en théologie. Ouais, donc parfois passer par la Sorbonne, en fait, voilà, à Paris, qui est la grande faculté de théologie, voilà. Donc, mais voilà, ce qui permet en fait de voir, en fait, hein, et c'est ça qui explique justement Bernard Guy, c'est que ça permet en fait de voir justement cette connaissance des Écritures, permet de voir en fait l'erreur, en fait. Hein, donc le but c'est de voir ça. Voilà. Alors en même temps, faut pas non plus, on n'est pas dans le but c'est pas de réhabiliter l'Inquisition non plus, hein, mais voilà, c'est évidemment un outil de contrôle social extrêmement dur, en fait. Hein, faut voir. Donc en effet, enfin là, ce manuscrit de Toulouse, en fait, c'est quand même. En combien d'années en plus on a, parce que là vous dites plus de 5000 déposants,
mais c'est en combien d'années en fait Alors moins de 5 années. En moins de 5 années. Ouais, moins de 5 années. Moins de 5 années. Donc c'est un territoire qui est assez grand dans le Lauragais, qui est couvert. Et en moins de 5 ans, on a sur 2 livres 5500 dépositions. Ah oui, quand même, c'est énorme. Ouais. Alors malheureusement, je dirais, c'est un témoignage qui est déjà partiel, mais qui est énorme. C'est pour ça que j'avais appelé ça une enquête sur le grand nombre. On sait que les enquêtes ont poussé sur toutes les populations. Il y a une espèce de quadrillage de la part de l'Inquisition sur toute la région du Midi de la France, sur la vicomté de Carcassonne, sur le comté de Toulouse, sur les régions comme le Lauragais, où on sait qu'il y a une dissidence. Mais ce quadrillage a produit une mémoire. Malheureusement pour cette mémoire, aujourd'hui, elle n'existe quasiment plus. Ah, mais ce qui est aussi intéressant, c'est de voir que l'Inquisition, mine de rien, va avoir une énorme influence sur les pratiques étatiques, parce que par exemple, en tout cas, ce qui va annoncer l'État, parce que par exemple, Saint-Louis va faire énormément d'enquêtes, alors des enquêtes là pour le coup pour vérifier que les droits féodaux sont bien respectés dans tel endroit, mais aussi en fin de compte, cette procédure inquisitoriale va aussi influer sur le droit en Occident, notamment en France, parce que là, je ne sais pas si on pourrait un petit peu en parler, mais il y a quand même une grande différence entre cette procédure inquisitoriale et donc la procédure qui était en place avant. Est-ce qu'on peut faire un petit... Oui, alors, le grand changement, c'est l'enquête. Ouais. C'est-à-dire qu'avant de désigner quelqu'un coupable, on va véritablement vérifier s'il est coupable. Ouais. Et cette enquête, elle est encore aujourd'hui. C'est l'enquête de police, toute simple, ce qui n'existe pas. Et l'enquête du procureur, par exemple, du juge d'instruction. Voilà. Et tout ça n'existe pas, et ça apparaît étonnamment avec l'Inquisition qu'aujourd'hui on a tendance à montrer du doigt. Il n'est pas question de réhabiliter l'Inquisition, même aujourd'hui l'Église ne l'a pas réhabilitée, même si on a beaucoup discuté sur le rôle de l'Inquisition et sur, je dirais, le mal entre guillemets qu'a fait l'Inquisition aux terres du Languedoc, du Midi de la France. Mais cette évolution, on quitte le système de l'ordalie par exemple pour arriver justement sur l'enquête. C'est ce qu'on appelle la procédure accusatoire, où en fait vous avez une personne qui va accuser une autre et en fait on les confronte et puis point en fait. Il y a une espèce de juge de paix qui est là. En fait, c'est une procédure qu'on retrouve tout bêtement dans le droit féodal. En fait, voilà. C'est du droit féodal. C'est le droit féodal. Le seigneur est là pour juger entre les deux parties, mais il n'enquête pas en fait. Et là, par contre, l'Inquisition, c'est quelque part en fait une autre forme de procédure où on va avoir un tiers qui va enquêter directement sur la question de droit posé. Même si là, pour le coup, on est dans le droit canon en fait. On est dans le droit canon. Ouais. Mais cette enquête sera reprise, comme vous le disiez, avec Saint-Louis. Et on continuera à l'utiliser. Et c'est ça qui est surtout intéressant, c'est que l'enquête est restée. Et l'enquête a son importance. Parce que c'est vrai que les inquisiteurs pouvaient déterminer, comme l'a fait Bernard Guy, pour certaines personnes, sur les 636 de condamnation, il y a un certain nombre de personnes qui libèrent, qui considèrent que par après enquête, la dissidence n'existe pas. Et Jacques Fournier procède de même à Pamiers, lorsqu'il est... il faut bien savoir que Jacques Fournier était d'un évêque. Il est évêque délégué par l'Inquisition, donc il est un inquisiteur délégué. Si on est une période où justement on a décidé que les évêques pouvaient avoir le rôle et gérer la fonction d'inquisiteur. Donc lui, il va libérer un certain nombre de personnes parce qu'il considère tout simplement que ces personnes ne relèvent pas de l'hérésie, comme on dit à l'époque, et n'ont pas été gangrénées. Eh bien, ce sera le mot de la fin, voilà. Donc, on finit sur la gangrène. Alors donc voilà, en tout cas, c'était une émission passionnante. Voilà, j'espère en tout cas que les auditeurs et les auditrices ont été intéressés par cette approche de l'Inquisition pour découvrir en fin de compte derrière l'imagerie médiévaliste de l'Inquisition, derrière parfois les fantasmes qu'il y a sur l'Inquisition, évidemment, en tout cas un visage un peu nouveau donc de cette institution qui a été créée au XIIIe siècle, au Moyen-Âge. Laurent Albaret, merci beaucoup. Merci d'avoir accepté notre invitation. Et donc, rendez-vous peut-être pour une autre émission, une autre fois. Et merci à toutes et à tous d'avoir écouté Fréquence Médiévale. Merci aussi à Exomen d'avoir patiemment monté cette émission. Et rendez-vous à très bientôt pour un nouveau numéro.